Épisode 3.10, structurer une discussion captivante. Alors dans cette vidéo, je vous explique pourquoi une bonne discussion est un must. Alors la discussion n'est pas obligatoire dans tous les mémoires. Par exemple dans les mémoires de licence ou de master 1, elle ne sera pas forcément exigée. Mais en général, pour les mémoires de master 2 ou des thèses, elle est indispensable pour les évaluateurs afin de rendre compte de la maturation de vos idées. Et là, je sens que vous êtes épuisé après tant d'efforts de faire votre biblio, de rédiger la référence bibliographique. Vous devez vous dire, oh non, il faut que je rédige aussi une discussion. Alors, parfois, les étudiants sont stressés rien qu'à l'idée du mot discussion et ils pensent que c'est comme grimper les 8848 mètres de l'Everest pour arriver au sommet. En réalité, en fait, il n'en est rien. Alors c'est vrai que souvent vous manquez de consignes et de guides pour vous aider à réaliser cette discussion, mais en fait c'est pas un Everest, c'est pas du tout ça. En fait vous pensez à tort que vous n'avez rien à dire, et en fait c'est complètement faux, puisque moi je me rends compte régulièrement quand je questionne mes étudiants par rapport à ce qu'ils pensent de leur travail, etc. Donc je les challenge un peu avec mes questions, et bien ils se transforment en vrai moulin à paroles, et ils ont énormément de choses à dire sur la discussion. Donc les idées, le contenu, le matériau, vous l'avez. Donc là, ce qui va vous challenger, c'est juste la question de la présentation. Comment structurer une discussion en bonne et due forme. Donc c'est ça que je vais vous expliquer maintenant. Alors il y a deux situations différentes qui vont requérir une discussion. Soit la synthèse bibliographique pure, qui va vous permettre de porter un regard, on va dire, global sur ce que vous avez trouvé. Et puis la deuxième situation, c'est lorsque vous avez un travail personnel, on vous a par exemple missionné au cours d'un stage à faire des enquêtes, des études, ou bien carrément donc une recherche, notamment en master recherche ou en thèse. Et donc dans ces cas-là, la discussion va être un must. Donc qu'est-ce qu'elle va remplir comme rôle ? Elle va valoriser votre travail et elle va également montrer à vos évaluateurs votre degré de maturité. Donc ne ratez pas l'opportunité de montrer justement la valeur de votre travail et votre maturité. Alors concrètement, c'est quoi une discussion ? C'est un texte figurant dans un écrit scientifique qui va présenter premièrement les idées, là où les idées principales avancées dans votre mémoire ou dans votre thèse, ce qu'on appelle la thèse, ainsi que les éléments qui plaident en faveur de cette ou de ces idées. Deuxièmement, les éléments qui plaident contre cette ou ces idées, donc c'est l'antithèse. Et puis troisièmement, la conclusion globale de l'ensemble de votre travail, qu'on appelle également la synthèse. Donc finalement, lorsque vous allez faire ces trois phases, vous allez discuter en prenant du recul par rapport à votre travail, et vous allez donc pouvoir répondre à la question suivante: que peut-on tirer de ce travail globalement ? Alors voyons maintenant donc de plus près comment discuter de façon structurée. Mais avant de vous lancer dans la discussion, deux choses à faire. La première, c'est de questionner votre directeur de mémoire sur ses attentes en matière de discussion. C'est important parce que vous ne savez pas ce que vous ne savez pas. Donc cela semble évident, mais je vois de nombreux étudiants qui arrivent en soutenance sans avoir pratiquement vu leur directeur de mémoire. Alors je vous rappelle que la plupart des directeurs de mémoire attendent d'être sollicités par leurs étudiants, et lors des délibérations, je peux vous dire que ça revient très régulièrement. Ils disent avoir espéré un mail, avoir espéré une visite de leur étudiant, justement afin de pouvoir le guider, et en particulier sur cet élément qu'est la discussion, qui est pas toujours évidente, et l'étudiant s'est pas manifesté. Donc c'est vraiment dommage, et moi je vous recommande vraiment pour ceux qui sont timides, de pas hésiter à mettre votre timidité dans votre poche, et à aller faire toc 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 à la porte de votre directeur de mémoire. Alors j'ouvre une petite parenthèse, attention, si la plupart des étudiants que je questionne me disent qu'ils n'osent pas par timidité, ils veulent pas déranger leur directeur de mémoire, il y en a, alors heureusement ils sont rares, mais ils existent, qui estiment qu'ils n'en ont pas besoin. Donc c'est une attitude un peu prétentieuse qui est à proscrire en urgence. Être étudiant, c'est recevoir des connaissances, c'est également recevoir
les conseils, l'expérience de ceux qui sont passés par là avant vous et qui ont peut-être 2 ou 3 choses intéressantes et pertinentes à vous partager. Donc penser qu'on sait tout ce qu'il y a à savoir, même dans son domaine d'expertise, c'est en fait contre-productif et ça montre surtout un faible niveau d'enseignabilité. Donc ça va en général de pair avec un ego surdimensionné. Et je me dis mince déjà, aussi jeune, avec déjà un ego surdimensionné, je pense que c'est dommage. Avoir ce type d'attitude, ça ferme toute perspective de développement, de croissance, d'évolution. Alors sachez que ces étudiants sont très vite repérés et plutôt malmenés lors des soutenances. Donc bien sûr, si vous êtes en train de m'écouter là, c'est parce que vous pensez que vous avez des choses à apprendre et donc bien sûr je ne vous mets pas dans cette catégorie d'étudiants, mais j'attire votre attention sur le fait que peut-être vous avez dans votre entourage, parmi vos collègues, de tels étudiants et peut-être ce serait une bonne action, une BA, que de leur transmettre ce que je viens de vous dire et que c'est peut-être une bonne idée d'aller consulter leur directeur de mémoire. Voilà, je ferme cette parenthèse et donc restez humble et soyez enseignable. Alors la seconde chose à faire est de questionner le responsable pédagogique sur ses attentes vis-à-vis de votre mémoire. Et après tout, c'est lui qui va vous évaluer en général, donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec lui ou éventuellement à lui téléphoner et en dernier recours le mail. Donc je vous dis qu'en tant qu'enseignant, on reçoit beaucoup de mails et souvent on a du mal à y répondre rapidement, donc ils s'accumulent et vous risquez peut-être de ne pas avoir de réponse. Donc peut-être un coup de fil ou aller prendre rendez-vous si c'est possible, c'est encore la meilleure solution et vous allez déjà vous démarquer par rapport aux autres collègues étudiants qui ne vont peut-être pas forcément faire cette démarche. Donc, questionnez le responsable pédagogique. Et maintenant, on va regarder quel est le secret d'une bonne discussion scientifique. Eh bien, le secret, c'est de structurer votre discussion en blocs. Donc, je vais vous montrer quels sont les principaux blocs, maintenant, à mettre dans une discussion digne de ce nom. Et on va commencer par la synthèse bibliographique. Alors, dans un premier temps, pour une synthèse bibliographique, eh bien, le premier bloc va s'appeler le bloc message clé brut. Et qu'est-ce que j'entends par message clé brut? Eh bien, dites en quelques phrases les principales connaissances, les enseignements qui se dégagent de votre synthèse. En gros, qu'avez-vous appris en rédigeant votre mémoire sur le plan scientifique? Imaginez que vous êtes un spécialiste du domaine, vous avez donc en face de vous des scientifiques qui ne sont pas des experts, mais qui ont quand même un bon niveau scientifique, et vous devez leur résumer en quelques phrases les éléments importants, les éléments clés de votre synthèse. Donc ça pourrait ressembler à quelque chose comme ça. Cette synthèse des connaissances permet de dégager 3 aspects importants concernant, et là vous rappelez votre problématique que vous avez normalement identifiée au tout début de votre travail de mémoire. Et puis donc premièrement, l'aspect numéro 1, deuxièmement l'aspect numéro 2 et troisièmement, ou s'il y a 3, 4, 5 aspects clés qui se dégagent de votre synthèse. Et vous terminez par une petite phrase un peu globale, une petite mini conclusion de ce premier bloc, c'est au total on peut dire que blablabla. Alors le deuxième bloc à faire figurer dans vos discussions, donc tout de suite après le bloc des messages clés, c'est les limites, les difficultés et les challenges des études que vous avez analysées. Donc là, l'objectif, c'est de tempérer les résultats précédents en rappelant les problèmes rencontrés par les scientifiques, les chercheurs qui ont produit les connaissances que vous avez étudiées, que vous avez synthétisées. En effet, il y a toujours des limites à un travail médical ou à un travail scientifique, et donc ça pourrait donner quelque chose comme ça. Ces principaux résultats ont été obtenus à partir d'études présentant plusieurs limites. La principale limite ou difficulté ou challenge était blablabla, donc là il faut réfléchir justement aux limites de votre travail. Une autre limite aux difficultés, aux contraintes ou challenge était blablabla. Et cependant, certaines études présentent une qualité suffisante pour dire que blablabla, ou au contraire, vous n'avez trouvé aucune étude suffisamment robuste pour affirmer avec certitude que blablabla. Donc là, en fait, ce qu'il faut, c'est discuter point par point chaque aspect de votre synthèse. Par exemple, les études que vous avez analysées,
leur méthode, les différents points méthodologiques qui pourraient poser problème, qui sont limitants, et puis également discuter les principaux résultats. Certaines études vont dans un sens, d'autres études dans l'autre sens. Comment est-ce qu'on s'y retrouve finalement? On va pondérer ça avec la qualité des études. Donc ça sous-entend que vous savez comment critiquer, comment avoir en tout cas un regard un peu critique sur les travaux que vous avez analysés. Et donc à ce stade, vous pouvez accompagner votre petit discours par un avis un peu plus personnel sur ce qui vous inspire dans cette synthèse. Et par contre, vous éviterez de parler à la première personne, le jeu est à proscrire, donc vous pouvez tourner les phrases par exemple dans une forme passive afin de ne pas être obligé de parler à la première personne. Voyons maintenant le troisième bloc, c'est ce que j'ai appelé les messages clés tenant compte des limites, difficultés ou challenges. Donc je vous donne un exemple, c'est malgré les limites évoquées précédemment, mais on peut affirmer que, et aussi que, si c'est le cas. Puis par contre, vous n'arrivez pas finalement à sortir quelque chose, à dégager quelque chose de, on va dire, de fiable de votre synthèse, à ce moment-là, vous pouvez plutôt partir sur il est probable que d'autres études soient nécessaires pour vraiment confirmer les différents aspects que vous avez énoncés au premier bloc. Donc voilà, là c'est vraiment un jeu d'ajustement qu'on pourrait aussi appeler les messages clés ajustés, en tenant compte justement des limites, des difficultés, des challenges qui ont été soulevés en général par les auteurs eux-mêmes dans leur recherche. Donc, à quoi ressemble votre discussion? Vérifiez que vous avez plusieurs blocs structurés. Donc, dans chacun de ces blocs, n'hésitez pas à y mettre des titres, des paragraphes, des sous-titres. Ça va vous aider à bien structurer votre discussion et aussi à avoir, on va dire, une certaine rigueur sur le plan intellectuel pour bien discuter tous les aspects importants. Et je vous recommande donc vraiment de mettre des titres à votre discussion, quitte à les enlever à la fin. Lorsque votre discussion sera bien structurée comme ça avec des blocs, vous pourrez vous passer des titres. Mais c'est à faire dans un second temps. Passons maintenant à la structure d'une discussion pour un travail personnel que vous avez réalisé. C'est une structure qui va être assez proche de la précédente, mais avec quelques éléments essentiels et spécifiques à un travail personnel. Et ici, le but, c'est de valoriser un certain nombre de choses, notamment vos acquis, votre expérience lors de votre mission, de vos enquêtes, de votre recherche. Ensuite, de valoriser votre capacité à tirer des conclusions utiles pour l'entreprise où vous avez fait votre stage, ou le laboratoire, ou tout simplement la communauté scientifique. On va également chercher à valoriser votre capacité à faire votre autocritique. Il est très important donc de rester humble et de pouvoir porter un regard critique. Alors attention, je ne dis pas qu'il faut complètement descendre votre travail. En général, vous avez plutôt tendance à complètement dévaloriser votre travail. Donc là c'est important que vous ayez votre directeur de mémoire qui soit là pour vous soutenir. Dans tout travail, études, enquêtes, etc. Il y a des points positifs, il y a des points négatifs, et donc l'autocritique, elle va à la fois porter sur les points positifs, il faudra quand même les mettre en valeur, et aussi sur les points, alors je vais pas appeler ça les points négatifs, mais plutôt des points d'amélioration qui sont très utiles pour ceux qui voudraient par exemple continuer, poursuivre votre travail dans de meilleures conditions. Donc vous êtes un maillon dans la chaîne de production des connaissances. Et si vous faites correctement votre autocritique, c'est extrêmement utile pour les suivants. Et ensuite, la discussion va également permettre de valoriser votre pratique réflexive, alors qui se définit en fait de la façon suivante. Ça a été défini par Monsieur Perrineau, un sociologue, qui dit « La pratique réflexive permet de résoudre un problème, comprendre une situation complexe, s'interroger sur sa pratique, et imaginer de nouvelles façons d'améliorer sa performance. » Donc je trouve que tout est dit dans cette pratique réflexive, dans cette définition, et donc c'est de porter un regard, de résoudre un problème, de porter un regard donc sur une situation complexe, en étant dans le questionnement et en essayant de trouver des solutions d'amélioration, des points d'amélioration du résultat. Et tout cela va vous permettre également normalement de valoriser votre capacité à définir des perspectives pour la suite. Donc voyons maintenant les principaux paragraphes à mettre dans une discussion sur un travail personnel.
Alors, le premier paragraphe de votre discussion est un résumé des principaux messages clés issus de votre expérience, mission, enquête, expérimentation, recherche. Donc, c'est ce que j'ai appelé les messages clés bruts. Et c'est pareil finalement que pour la discussion d'une synthèse bibliographique. Donc, un exemple ici. Ma mission ou mon enquête ou ma recherche ou mon expérimentation a permis de mettre en évidence ou de réaliser ou d'effectuer ceci ou cela. Nous avons trouvé que blablabla. Bla bla bla, ou les résultats, ou le résultat est que blablabla, ce résultat est intéressant ou important ou essentiel car il va permettre ceci ou cela. D'accord? Donc vous pouvez aussi parler à la troisième personne en disant cette mission a permis de mettre en évidence blablabla. Si vous voulez pas mettre le ma, etc. ou le nous, bon le nous encore ça passe, c'est plutôt le je qu'il faut éviter. En revanche, le je, il faudra le placer au moment de la soutenance, mais on en reparlera plus tard. Donc pour le moment, voilà, un premier bloc de messages clés bruts. Le deuxième bloc, c'est un bloc que j'ai appelé comparaison avec l'existant avant ou ailleurs. Donc dans cette partie-là, vous allez finalement porter un regard critique sur votre travail en le soumettant finalement à la comparaison avec ce qui a été fait auparavant. Par exemple, si c'est dans votre lieu de stage, il y a peut-être eu déjà des enquêtes ou des études préliminaires, et vous pouvez donc du coup vous positionner par rapport à ces précédentes enquêtes, ou bien ça a été fait ailleurs, et dans ces cas-là, comparer avec ce qui a été fait ailleurs et qui a été publié. Donc ça, c'est vraiment important. Alors, si vous avez des résultats qui sont similaires à ce qui a été trouvé avant ou ailleurs, chez les autres, eh bien, vous pouvez faire une petite phrase du style « Ce résultat est similaire à ce qui a déjà été démontré et réalisé auparavant. En effet, d'autres auteurs, et là vous les citez, ont trouvé ceci ou cela, ce qui confirme ceci ou cela. » Et on peut en déduire que. Donc il faut toujours finir les blocs par une mini-conclusion. Si par contre, vous avez retrouvé des résultats différents de ce qui est fait ailleurs, eh bien vous pouvez dire « Nos résultats sont discordants par rapport à ce qui a été fait avant ou ailleurs. » Donc là, vous décrivez un peu en quoi c'est discordant. Et puis, vous pouvez dire « Il est possible que cela soit dû à ceci ou cela. » Donc ça peut être des aspects méthodologiques qui sont différents. Il y a plein de choses qui peuvent expliquer une discordance si c'est pas forcément lié au fait qu'il y a vraiment que votre travail était pas bon. Il ne faut pas du tout avoir peur lorsque vous trouvez quelque chose de différent par rapport à ce qui est décrit dans la littérature, par exemple. Mais ça ne veut pas dire que vous avez mal travaillé. Il y a énormément d'aspects méthodaux qui peuvent l'expliquer. Et donc là, c'est typiquement le genre de choses qu'il faut aller discuter avec votre directeur de mémoire. Alors on en arrive au troisième bloc qui est donc les limites, difficultés et challenges. Donc ça, c'est très important de montrer que vous êtes conscient des avantages et des limites de la façon dont vous avez mené votre mission, votre enquête, votre recherche, etc. C'est ici que vous décrivez ces différents avantages et limites et comment tout cela influence vos résultats. Donc ça pourrait donner quelque chose comme « Ma mission ou la présente enquête ou recherche dont l'objectif était de, c'est bien de rappeler les objectifs à ce stade, a été réalisée en utilisant telle méthode, telle technique, telle approche. Cette méthode présente l'avantage de... » Donc là, il faut être conscient des avantages. Et également donc les inconvénients ou l'inconvénient de, et vous citez les inconvénients. Et donc par rapport à la mission qui m'a été confiée, par rapport à mon enquête, ma recherche, les avantages ont opéré puisque ceci ou cela, vous expliquez en quoi les avantages finalement expliquent vos résultats. Et en revanche, les limites, les challenges, les contraintes que vous avez subies sont probablement responsables du manque de résultats ou de manque de comparabilité ou de tel ou tel aspect des résultats. Donc c'est un petit peu comme ça que vous devez articuler votre argumentaire. Et donc cette partie-là, elle va vous permettre de passer des messages bruts qu'on avait au premier bloc à des messages que moi j'appelle ajustés. Donc c'est pour ça que j'appelle cette étape finalement qui consiste à voir les limites, les difficultés, les challenges et également les points positifs. J'appelle ça en fait passer vos messages bruts à la moulinette de la discussion. En fait cette moulinette de la discussion, vous voyez, elle fait rentrer des messages bruts et finalement vous allez en sortir des messages ajustés, donc sous forme de diamants. Donc l'objectif de cette moulinette de la discussion, c'est d'affiner votre discours, d'affiner vos résultats et le regard que vous portez sur vos résultats, et vous allez présenter une nouvelle fois vos messages clés
mais de façon beaucoup plus raffinée, affûtée, et également beaucoup plus nuancée. On va être sur des messages beaucoup plus nuancés. Donc c'est pour ça que je les ai qualifiés de diamants, puisque c'est finalement le résultat final de votre travail. Et enfin, dernier bloc, c'est vos fameux messages clés ajustés. Au total, vous pouvez par exemple écrire: on peut affirmer que malgré les limites, contraintes, challenges, etc., le résultat numéro 1 est dire en quoi il est validé, en quoi il est recevable, en quoi il est robuste, en quoi on peut finalement s'appuyer dessus. Et si c'est le cas, par exemple vous avez d'autres résultats qui eux sont peut-être moins valides, et bien là vous pouvez dire en revanche le résultat numéro 2 reste à affiner à cause des limites que nous avons évoquées précédemment. Vous allez finalement petit à petit amener la personne qui vous lit jusqu'à finalement ce qui est attendu, c'est l'identification de perspectives de poursuite de votre travail. Et donc c'est ce que j'ai appelé le bloc 5, ce qui reste encore à faire, ou les perspectives. Et donc là c'est une façon de clore votre discussion. Vous allez rajouter des éléments de perspective, c'est-à-dire des choses qui restent à faire après votre passage, par exemple dans ce stage. Alors cela peut être un travail complémentaire à partir de vos résultats, ou bien des suggestions autres pour la communauté scientifique. Donc ça peut donner quelque chose comme ça. Alors les résultats précédents devraient être confirmés en réalisant telle ou telle étude, d'écrire brièvement par exemple le schéma d'études que vous proposez, ou l'enquête que vous proposez, ou le travail que vous pensez être le plus pertinent. Là il faut vous positionner, vous avez quand même une expérience, vous avez fait un travail, et cela vous a apporté des choses. Donc ça, il faut maintenant vous positionner en disant, voilà, clairement, si c'était à refaire, il faudrait faire ceci ou cela. Et puis vous pouvez également proposer, pour compléter cette étude, il serait intéressant de faire un travail parallèle sur un autre aspect de votre problématique que vous avez peut-être moins développé et qui mériterait à ce stade d'être développé. Donc là, on est vraiment sur la poursuite, l'avenir. Donc au total, à quoi ressemble une discussion pour un travail personnel? Vous avez en gros 5 blocs. Là encore, n'hésitez pas à mettre des titres, des sous-titres, des paragraphes, avec donc les règles que je vous ai présentées pour rédiger des paragraphes. Et puis voilà, globalement, lorsque un évaluateur, quelqu'un qui va lire votre mémoire, voit une discussion structurée, je peux vous dire que c'est le bonheur. Et c'est très très fluide, c'est très agréable à lire, et on arrive à être convaincu. Franchement, si vous présentez bien votre discussion, même si vos travaux présentaient des inconvénients, vous pouvez quand même le valoriser avec cette belle discussion. Ce qui est vraiment important à vous souvenir, c'est que votre discussion, c'est une véritable plus-value pour l'entreprise, le labo, ou tout simplement la communauté scientifique. Donc il faut en prendre soin, il faut l'arroser. C'est quelque chose qui va être crucial pour votre mémoire, qui peut faire basculer l'avis de vos évaluateurs dans un sens, cet étudiant est génial, comme dans l'autre. Cet étudiant avait bien commencé, mais là franchement c'est très superficiel, c'est décevant, et boum, ça peut changer du tout au tout l'avis que peut avoir l'évaluateur. Donc la discussion, c'est finalement la manifestation du fruit de votre travail, et c'est quelque chose qu'il va falloir laisser mûrir. Prenez le temps de la faire, arrosez-la, comme on arrose un jardin, rédigez-la une première fois d'une traite, puis laissez mijoter, laissez mûrir, décanter, puis vous y revenez plusieurs fois jusqu'à ce que vous puissiez vous dire « Waouh, là c'est bien, c'est fluide, ça roule bien, ça coule bien, donc quand je la lis, voilà, ça le fait, quoi. » Et je vous rappelle que la discussion, c'est une partie qui est finalement très discriminante. C'est quand vous avez plusieurs étudiants, là vous pouvez faire la différence avec les autres mémoires et obtenir un excellent classement si vous êtes par exemple en lice pour obtenir une bourse par exemple. Une excellente discussion, ça peut faire basculer en votre faveur ces délibérations du jury. Donc montrez votre discussion à votre directeur de mémoire, peaufinez-la, soignez-la, c'est très important. Alors, je vais terminer sur les principales erreurs faites autour de la discussion. Première erreur, c'est de pas avoir de discussion du tout alors qu'il en fallait une, et là c'est tout, c'est ballot, parce qu'il suffit de voir le responsable pédagogique et il vous l'aurait dit. Donc ça, c'est normalement, vous devez pas la faire.
La deuxième erreur, c'est de faire des phrases très longues, hyper compliquées, pour avoir l'air smart. Souvent, je vois des étudiants qui font des phrases très alambiquées. Non, on fait des phrases courtes, concises, c'est beaucoup mieux. Donc vous pouvez éviter cet écueil en faisant relire votre discussion à votre directeur de mémoire ou à d'autres personnes, hein, des collègues, ou des collègues par exemple. La troisième erreur, c'est de discuter sans aucune structure, donc ça c'est ce qui est vu très fréquemment, et en gros ça donne une impression de fouillis, ça part dans tous les sens, et on n'arrive pas à vous suivre, il n'y a pas de fil conducteur. Donc ça vous l'évitez justement en utilisant ce que je vous ai expliqué dans cette vidéo. L'erreur numéro 4, c'est de paraphraser les chapitres précédents sans apporter d'éléments nouveaux ni de réflexion. Donc ça c'est barbant. Hein, donc très vite, on le détecte très vite et donc on est très lassé et là on est très déçu. Donc ça c'est à éviter. Ensuite, donner son avis sans argumenter. Donc je vois souvent des étudiants qui vont me balancer un argumentaire pauvre pour donner leur avis. Donc là c'est pareil, je vais pas y adhérer. L'erreur numéro 6, c'est d'employer un ton journalistique assez superficiel. Souvent, ça va se manifester par des lieux communs, des clichés, des choses qui sont connues de tous et qui n'apportent aucune plus-value au travail. Et puis alors, ça arrive, quoique assez rarement, mais ça arrive, des fois avec des étudiants très enthousiastes, ils peuvent mettre beaucoup d'émotions dans leur discours, et donc en fait c'est pas le moment de mettre des émotions. Moi je suis pas contre les émotions, au contraire, mais là en l'occurrence on est sur un document, c'est écrit. Par contre, vous pourrez très bien communiquer votre enthousiasme ou faire transmettre vos émotions pour certains aspects de votre travail qui vous paraissent importants, qui sont négligés, qui ont des conséquences peut-être derrière sur la société, etc. Là, vous pourrez vous le permettre, mais ce sera plutôt à l'oral. Voilà, donc j'ai fini. Écoutez, maintenant c'est à vous. Je vous propose de passer à l'action et pour chaque bloc de votre discussion, notez brièvement les principales idées ou mots-clés que vous voulez mettre. Donc ça veut dire que vous allez remplir les fiches actions qui sont donc sous cette vidéo. Et puis une fois que vous aurez rempli ces fiches actions, vous allez avoir tout le matériau pour commencer à rédiger avec la technique des blocs. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Travaillez bien!